Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres de cette édition. L'opposition républicaine était encore ce jeudi dans la rue à Conakry et aussi dans certaines villes de l'intérieur. Elle proteste contre les conditions d'organisation des élections législatives du 30 juin prochain. Le ministre de l'Agriculture à Gékézou, Marc Yomboune, était en tournée dans cette préfecture pour sensibiliser et informer les populations de la nécessité d'aller maintenant aux élections législatives. Et puis, la CENI a publié mercredi la liste des candidats. 14 partis politiques sont engagés dans la course. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Des violences à Conakry à l'appel de la marche de l'opposition républicaine. Plusieurs accrochages ont été signalés dans certains quartiers entre forces de sécurité et manifestants. Le cortège des leaders de l'opposition a été stoppé dans sa course sur la transversale aéroport Bambeto alors qu'il tentait de braver l'interdiction de manifester sur l'autoroute Fidel Castro et la Jumarbari. Comme prévu, ce jeudi, l'opposition républicaine est descendue dans la rue. Au rond-point de l'aéroport Bessia, très tôt, les forces de l'ordre ont quadrillé les lieux pour empêcher tout rassemblement sur l'autoroute Fidel Castro. Une décision qui visait à inviter l'opposition à respecter l'itinéraire des autorités de la ville de Conakry. Mais peine perdue, les leaders voulant braver cette interdiction ont été stoppés dans leur course sur la transversale aéroport Bambeto par les forces de l'ordre. La scène s'est soldée par de violents accrochages. Des agents de sécurité appuyés par le camion à eau chaude et de gaz lacrymogène ont affronté des groupes de jeunes. Les leaders organisateurs de la manifestation ont certes rebroussé chemin pour se replier à Bambeto, mais les scènes de violence ont continué sur la transversale. Pire, des forces de sécurité sont appuyées par des contre-manifestants. Des émeutes qui se sont poursuivies jusque tard dans la soirée dans plusieurs quartiers. Le dialogue est rompu entre les acteurs politiques et l'opposition républicaine exige le départ de l'opérateur de saisie Waymark, le vote des Guinéens de l'étranger et la révocation de la date du 30 juin convoquant le corps électoral. C'est un impressionnant dispositif de sécurité qui a empêché l'opposition et ses militants à se rassembler sur l'autoroute Fidel Castro. Le directeur des unités d'intervention explique le motif de leur présence sur les lieux. On écoute le lieutenant-colonel Ansouman Kamara au micro de la Jumarbari. Nous sommes là pour faire respecter la loi. L'autoroute Fidel Castro est interdite. Nous sommes là pour appliquer cela et puis de l'autre côté assurer la sécurité des manifestants, des marcheurs plutôt vers l'esplanade du stade. Tous ceux qui viendront seront dispersés, voire arrêtés parce qu'ils auraient enfreint à la loi. On leur mettra à la disposition des services compétents. Tout le monde a suivi le communiqué du gouverneur. Ce n'est pas la personne du gouverneur qu'il faut voir, c'est le conseil de ville de la ville de Conakry qu'il préside, l'autorité de l'État qu'il préside et qu'il incarne plutôt. Donc, et nous sommes des applicants de la loi, nous sommes là sur l'instruction de nos autorités supérieures à la personne du directeur général de la police nationale à travers le ministre de la Sécurité qui nous a instruit d'interdire toute marche sur cette route Fidel Castro pour permettre aux autres citoyens de vaguer à leur va-et-vient, aller au marché Madina, aller au centre-ville Kaloum, permettre aux travailleurs d'aller au travail et se retourner. Vous-même vous avez remarqué sur la route Le Prince, même si on autorisait cette route, personne ne peut s'aventurer de prendre la route de Prince parce que pendant que les marcheurs sont sur cette route, l'autre côté est barricadé. À l'intérieur du pays, notamment dans la commune urbaine de Koya, les militants de l'opposition républicaine étaient dans la rue. Contrairement à Conakry, la mobilisation n'était pas forte. Ils protestent contre les conditions d'organisation des législatives du 30 juin prochain. Mohamed Malik Diallo. C'est à ces propos que les militants de l'opposition républicaine de Koya, munis de t-shirts et effigies du parti Guinée pour tous, ont eux aussi manifesté ce jeudi à l'appel des leaders. Ils ont marché des kilomètres brandissant des pancartes et banderoles sur lesquelles on pouvait lire non à Waymark et à Sabari, oui au dialogue constructif, ou encore non au couple Waymark-Sabari Techno, comme pour dire qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections avec ces opérateurs. Comme le mot d'ordre de l'opposition a été clair, que cette manifestation, les manifestations soient organisées sur l'ensemble du territoire national, nous le faisons aujourd'hui aussi à Kora, et ce n'est qu'un début et ce sera une partie remise.
Nous demandons donc à ces populations de Koya à ne plus avoir de retenue, à ne plus récéder à l'intimidation, ni à quoi que ce soit, parce que la vérité est du côté de l'opposition et que nous devons mettre un terme à cette dictature qui est en train de se construire dans notre pays. Cette marche consistait aussi à fustiger les violences dont font l'objet les militants de l'opposition de la part des forces de l'ordre lors des manifestations. C'est pour signifier à l'opinion nationale et internationale l'exertion que le pouvoir est en train de faire contre l'opposition. Parce qu'on a remarqué ces derniers temps, après la marche, les forces de l'ordre tombent sur la population paisible à domicile. Après les marches. Donc on a constaté donc cela, il faut dénoncer. Dans l'ensemble, aucun incident n'a été rapporté par les organisateurs, contrairement à Conakry. La marche a été cortégée par les forces de maintien d'ordre, malgré que des slogans hostiles au pouvoir ont été lancés ici et là. Sur un autre plan, le ministre de l'Agriculture vient d'effectuer une tournée de sensibilisation et d'information dans la préfecture de Guékédou. Durant le meeting qu'il a tenu à la maison des jeunes de cette localité, Marc Yombounou a expliqué aux populations l'importance pour la Guinée d'organiser des élections législatives le 30 juin prochain. Les populations ont à l'occasion réaffirmé leur adhésion aux actions du chef de l'État et à la tenue rapide des législatives. Asfa Oumar Bari. La ville de Guékédou était en effervescence pour la circonstance. La population fortement mobilisée pour exprimer son soutien aux actions de développement initiées par le président Alpha Condé et son gouvernement. Des pas de danse traditionnels, des appels aux leaders politiques pour la tenue des élections législatives ont rythmé le meeting du ministre de l'Agriculture à la maison des jeunes de Guékédou. Sans embâche, nous affirmons que vous avez réussi à rassurer et à renforcer la conviction de nos citoyens quant au choix à faire le 30 juin 2013, jour des élections législatives. Soyez rassurés que la commune urbaine de Guékédou sera un tremplin pour le succès du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines élections législatives. Dans son discours, le ministre de l'Agriculture a expliqué à la population le bien fondé de la tenue des élections législatives du 30 juin prochain, qui, selon lui, ont une importance capitale pour le développement de la préfecture de Guékédou. Ces élections ont de l'intérêt pour tous les partis politiques, sont importantes surtout pour la préfecture de Guékédou, compte tenu des avantages qui en découleront. Le professeur nous a instruit de venir vous sensibiliser, vous amener à aller massivement le 30 juin pour voter, pour lui permettre de mettre en œuvre son programme de société. Pour Marc Yombounou, le professeur Alpha Condé n'est pas le président du RPG Arc-en-Ciel, mais du peuple de Guinée tout entier. Une fois que quelqu'un devient, à travers les élections, président de la République, il n'est plus président de son parti, il est président de la République, de tous les citoyennes et citoyens de ce pays. Donc le professeur aujourd'hui, son souci c'est la Guinée. Il a prêté serment pour la Guinée. Il n'a pas prêté serment pour le RPG Arc-en-Ciel. Acceptons que ces élections se réalisent, que nos enfants, nos frères, nos mamans et nos sœurs puissent maintenant avoir leurs propres revenus. Le ministre de l'Agriculture a réitéré le même message de sensibilisation dans plusieurs autres localités de la préfecture de Guékédou. S'achemine-t-on vers les élections législatives prévues pour le 30 juin, c'est du moins ce qu'on puisse dire. La Commission électorale nationale indépendante a publié mercredi la liste des candidats pour la prochaine députation. Billy Nankumakonde. Au départ, 16 partis politiques ont déposé leur dossier de candidature. Après examen, seulement 14 formations politiques ont été retenues. Les 2 autres ont été rejetées pour non-conformité des dossiers. Sur les 706 candidats retenus, nous avons 626 à la proportionnelle et 71 candidats à l'uninominale. La date du 30 juin est tenable, selon le directeur du département de la communication de la CENI. La première des assurances, c'est que les 12 000 bureaux de vote seront installés et les quelques 5 600 000 électeurs guinéens en âge de voter disposeront de leur carte pour aller voter. Quant à la transparence des législatives, l'institution en charge de l'organisation des élections et des référendums rassure.
Je dis, tout le monde doute réellement de la transparence. Je crois que ce n'est même pas le doute. Les gens ont peur de la transparence de ces élections. Les gens ont peur de la transparence. Ils ne doutent pas. Parce que le résultat qui va sortir va être un résultat très clair. Nous voulons rassurer les Guinéens que cette fois-ci, nous serons prêts et que les élections qui vont se dérouler cette année seront les meilleures que la Guinée ait connues depuis son existence en tant qu'État indépendant. La logistique qui peut cautionner la fraude est déjà rodée pour qu'il n'y ait pas de fraude. Pas de retard dans la livraison du matériel. Tout va être en place. Face à la tension politique qui prévaut, le président de la République va-t-il revenir sur le décret du 14 avril dernier? Rien n'est moins sûr. La CENI, pour sa part, s'active à organiser les législatives le 30 juin prochain. La CENI, l'institution, vient de se doter d'un comité technique de suivi du fichier électoral. L'organe regroupe des représentants de la CENI, des partenaires et des partis politiques. Le comité contrôle tous les aspects techniques liés au scrutin du 30 juin pour la bonne marche de ce travail de monitoring. Ce comité a reçu ce jeudi un logiciel de travail. Mamadi Kanisoko. En dépit de la menace de boycott qui plane sur le scrutin du 30 juin par les principaux leaders de l'opposition, la CENI tente de rassurer les partis politiques engagés dans le processus électoral. La mise en place de ce comité technique de suivi du fichier électoral en est la parfaite illustration. Avec ce logiciel reçu des mains des responsables de la CENI, le comité est en passe de produire un travail sérieux. Vous avez aujourd'hui participer à la remise officielle du premier module de logiciel de monitoring dans le fichier. Ce logiciel va permettre de retracer le travail qui a été fait dans chaque case, donc sur chaque kit. Et le deuxième module va aussi faire les statistiques au niveau de la base de données. Le troisième module va servir à comparer les premières données qui ont été, les statistiques qui ont été prises sur les kits, comparer ces statistiques aux statistiques qui ont été prélevées au niveau du site central. Le comité dont il est question est composé de représentants de la CENI, de partis politiques, mais aussi de partenaires au développement. Son rôle est de veiller sur la fiabilité du fichier électoral. Tout se déroule normalement en fait. C'est-à-dire que nous sommes chargés, pour tout vous dire, c'est que le comité est chargé de suivre les opérations en fait des révisions du fichier électoral. Donc nous on est là pour jouer entre guillemets le rôle de police. Donc c'est important en fait le logiciel que vous aviez, qu'on a remis, que le président a remis à la présidente de la commission. C'est un logiciel qui va nous permettre de mieux contrôler. Moi je trouve que c'est quelque chose de nécessaire et c'était utile qu'on nous montre, nous représentants de partis politiques, qu'il y a un cadre qu'on est en train de mettre en place qui va nous permettre effectivement de contrôler la sécurisation du fichier électoral. Ce premier logiciel sera suivi de deux autres qui vont établir des statistiques et la comparaison des données grâce à l'accompagnement de l'Union européenne. Pour une bonne gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture, la réunion technique préparatoire des États généraux a pris fin ce jeudi. Durant 4 jours d'échange d'idées, il était question de passer en revue tous les problèmes auxquels sont confrontés le secteur. Sarah Kamara. Une feuille de route couplée à la stratégie nationale, c'est le résultat obtenu des travaux des experts guinéens et étrangers dans la recherche de solutions devant permettre une meilleure réorganisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture. La réunion a permis aux participants de traiter des questions liées aux aspects économiques et écologiques. Il a aussi été question de déterminer la structure d'inspection et de contrôle des produits de mer. Vous avez planché sur l'ensemble des problèmes qui assaillent le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Les propositions qui découlent de vos travaux permettront, je l'estime, de combler les attentes formulées par l'ensemble des acteurs du secteur. Un conseil consultatif devrait être mis en place les jours à venir. Il aura pour mission d'examiner et d'évaluer tous les aspects liés aux activités de la pêche, ce qui pourrait permettre de rendre la gestion du secteur plus transparent et amener les acteurs concernés à mieux exploiter les ressources, mais aussi participer à la prise de décision. Il apparaît clairement que cette réunion préparatoire a atteint son objectif. La feuille de route que vous avez établie, de même que le comité consultatif que vous préconisez de mettre en place, pourront rendre plus performant à tous les égards la gouvernance du secteur de la pêche.
L'ensemble des documents techniques issus de cette réunion serviront de support aux prochains états généraux de la pêche et de l'aquaculture. Une occasion de partage de diagnostics pour un développement durable. Sur un autre plan, le gouvernement intensifie des actions de développement en Moyenne-Guinée. C'est dans cette perspective que la ministre déléguée aux Guinéens de l'étranger vient de séjourner dans la préfecture de Koubia, une visite au cours de laquelle Adja Rougui-Bari a validé avec les élus locaux plusieurs projets de développement rural. Elle a profité de cette tournée pour sensibiliser les populations de Koubia et de Mamon autour de la réconciliation nationale. Reportage Mpali Lavudi. Le développement socio-économique et la réconciliation nationale en marche dans le Fouta Djallon sous les auspices de Adja Rougui-Bari. La ministre déléguée aux Guinéens de l'étranger vient de valider avec les élus locaux plusieurs documents contenant des projets agricoles pour les 10 sous-préfectures de Koubia. Une action qui vise à assurer l'autosuffisance alimentaire. À l'intérieur de cette brochure, donc ça c'est pour l'agriculture, c'est l'un des dossiers qu'on va vous donner. C'est pour que vous compreniez que lorsque la marraine de Koubia est partie, elle ne s'est pas assise, elle a travaillé avec ses techniciens de l'autre côté et on vous a envoyé tous ces documents. Cette fois-ci, nous allons nous entraider jusqu'à ce que l'on puisse voir quelque chose. C'est le souhait du président de la République, c'est le souhait de tout le monde. Assez d'enthousiasme autour de la campagne agricole 2013. Le gouvernement a appuyé la préfecture de Koubia en intrants agricoles. On a reçu 150 tonnes d'urée et 150 tonnes de NPK, ça c'est un engrais. On a reçu des produits phytosanitaires, 500 litres d'insecticides, c'est donc dans tous les cas 1100 et quelques litres d'insecticides. 9 batteuses motorisées, 5 motofaucheuses, on a reçu 3 décortiqueuses et 15 000 sacs d'emballage. On a reçu 10 bâches. Tout ça, c'est pour appuyer les paysans dans le cadre de récolte et de post-récolte. Nous sollicitons au niveau de la DPA la reconstruction de nos bureaux qui ont été détruits depuis 2007 aux événements. Nous n'avons pas de moyens de déplacement. Nous sollicitons l'aménagement des bas-fonds, que ça continue. On a des bas-fonds. D'appuyer aussi le fonio, parce que les gens ici cultivent du fonio, de l'arachide. Les autorités préfectorales ont sollicité le désenclavement de leur localité. Malgré les efforts louables du gouvernement, nos populations éprouvent encore d'énormes besoins dans les domaines suivants. La relance des travaux de la réhabilitation et l'équipement de la villa, des hôtes et de la résidence de M. le Préfet. Faciliter l'obtention des crédits aux associations des jeunes et des femmes. La rénovation des infrastructures vandalisées. L'autre aspect de cette tournée de Rougui-Bari en Moyenne-Guinée, c'est la réconciliation nationale. Elle a conféré avec la coordination des associations de jeunesse de Mamou. Cette dernière a adhéré aux idéaux de paix et de réconciliation prônés par la ministre déléguée aux Guinéens de l'étranger qui a offert des jets de maillots et ballons aux jeunes en vue de leur épanouissement. Christine Lagarde, dans le collimateur de la justice française, la patronne du Fonds monétaire international, risque même une mise en examen. Celle qui fut ministre de l'économie en France est soupçonnée de partialité dans la gestion de l'affaire Adidas, un dossier qui s'était soldé par l'octroi d'une indemnité de 400 millions d'euros à l'homme d'affaires Bernard Tapie. Elle a été auditionnée ce matin par la Cour de justice de la République. Elle a toujours dit qu'elle était sereine par rapport à cette affaire. Ce matin, Christine Lagarde l'a affiché clairement. Elle est entendue dans la Cour de justice de la République pour des faits qui remontent à 2008, quand elle était ministre de l'économie. À ce moment-là, l'État français souhaite clore un dossier compliqué et gênant, l'affaire Adidas qui oppose Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. Pour faire simple, la banque lui a racheté Adidas pour 165 millions d'euros, mais l'a très vite revendu bien plus cher. Bernard Tapie a donc été lésé. L'affaire traîne et finalement, plutôt que de suivre la voie judiciaire, l'idée de l'État français en 2007 est de conclure un deal financier pour en finir une fois pour toutes. C'est Christine Lagarde qui est ministre quand l'accord est finalisé. Tapie empochera 400 millions d'euros. Christine Lagarde a-t-elle appliqué sagement le geste que le président Sarkozy lui demandait en faveur de Bernard Tapie? C'est ce que beaucoup pensent aujourd'hui.
La justice décidera demain si elle est mise en examen ou pas dans cette affaire. Si c'est le cas, rester à la présidence du FMI sera peut-être difficile pour elle, même si l'actuel gouvernement français semble plutôt vouloir calmer le jeu et ne pas ternir encore une fois l'image de la France, car personne n'a oublié la tenue en démission de DSK de la présidence du FMI. La Grande-Bretagne est toujours sous le choc des images qui ont fait le tour du monde. Le meurtre en pleine rue d'un soldat britannique massacré à la machette par 2 hommes armés. Assassinat si choquant que David Cameron s'est rendu à la caserne Ourite dans la banlieue de Londres. Suivez. Au sol, au milieu de la rue, le corps du soldat britannique que nous avons choisi de flouter. Traversant la rue nonchalamment, l'homme qui vient de l'égorger et de le poignarder. Sur le trottoir, son complice en veste beige, il a encore un couteau à la main. On voit aussi le véhicule bleu avec lequel ils ont percuté leur victime. La scène s'est déroulée sous le regard de passants horrifiés. Ils étaient là autour de la victime avec leurs armes, disant des choses comme « les hommes ne doivent pas aller près du corps, seulement les femmes ». Ils disaient aussi « c'est Dieu qui a voulu ça ». Et ils demandaient aux gens de les filmer. C'est d'ailleurs devant la caméra d'un passant que l'un des hommes revendique son geste. Nous avons choisi de ne pas diffuser ses propos et de cacher ses mains ensanglantées ainsi que ses armes. Il affirme avoir agi pour venger la mort de musulmans chaque jour dans le monde. La mort de ce soldat, dit-il, c'est œil pour œil, dent pour dent. Aucun des 2 tireurs n'a cherché à fuir. La police arrivée sur place les a rapidement neutralisés. Les 2 meurtriers sont grièvement blessés, mais toujours vivants. Des scènes de cauchemar en plein Londres qui suscitent une vive émotion. La victime est un soldat d'une caserne du quartier. Impossible de savoir pour le moment s'il a été choisi au hasard ou si le meurtre était prémédité. Les enquêteurs fouillent actuellement la scène de crime à la recherche du moindre indice. La question est de savoir si les 2 hommes, 2 Nigérians, selon les premiers éléments de l'enquête, font partie d'une cellule terroriste ou pas. Le Premier ministre David Cameron parle d'une attaque contre la Grande-Bretagne. Il s'agit du premier meurtre à mobile apparemment islamiste sur le sol britannique depuis les attentats de Londres en juillet 2005. Des millions de migrants traités comme des criminels, des millions de réfugiés dont les droits sont de plus en plus bafoués. Conclusion du rapport annuel d'Amnesty International, une illustration avec le cas particulier des réfugiés syriens. En Syrie, rien n'est épargné aux populations civiles depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Résignées, des millions de familles sont contraintes de fuir les combats. Depuis mars 2011, on compte 4,5 millions de déplacés et parmi eux, 1,5 million de réfugiés. Près de 450 000 en Jordanie comme au Liban, 135 000 en Irak et plus de 300 000 en Turquie, comme ici, au camp de Nizip. Avant la guerre, j'avais une bonne vie, j'étais barbier et nous étions heureux. Bien que mon fils soit malade, j'avais du travail, je pouvais subvenir à ses besoins. Nous étions heureux à la maison. Mais la situation a trop dégénéré, donc nous sommes venus ici contre notre volonté. Mais face à cet afflux constant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit incapable de répondre à leurs besoins, notamment médicaux. Certains camps sont surpeuplés. Tous ces gens, ils manquent de tout. Ils ont besoin d'hébergement, de nourriture, d'eau. En fait, il s'agit vraiment de subvenir aux besoins de base de toute une population. Dans son rapport annuel, Amnesty International dénonce la réticence de certains pays à accueillir les réfugiés. La Jordanie, par exemple, pour la première fois, les autorités ont refusé l'accès à des milliers de réfugiés syriens au cours de la semaine écoulée. Et le pays demande de l'aide au Conseil de sécurité de l'ONU parlant de graves crises humanitaires. Les droits humains ne s'arrêtent pas aux frontières, donc les dirigeants politiques et la communauté internationale doivent prendre leurs responsabilités pour les droits de millions de personnes qui sont déplacées et poussées hors de chez eux. Des réfugiés qui subissent la colère des populations. Après les attentats du 11 mai à Réani, les Turcs reprochent à leur gouvernement qui soutient les rebelles de les avoir entraînés dans ce conflit. Ce mercredi, la police turque dit avoir déjoué un projet d'attentat contre les réfugiés dans le sud de la Turquie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site web le www.copevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.